Alexandra, est-ce que vous pouvez nous parler justement de tous vos enjeux RSE, sociétaux, on a une dizaine de minutes là pour quinzaine de minutes pour en parler. Ça peut être sur Serfim, mais aussi on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous faites sur Solar et ou sur des sujets philanthropiques. On est très intéressés. Vous avez aussi fait la Convention des entreprises pour le climat. Donc voilà, the floor is yours, comme on dit. Racontez-nous comment votre famille est engagée sur toutes ces activités. Oui, alors c'est vrai que ce qui est important pour moi de rappeler, ce que j'ai pas dit peut-être en introduction, c'est qu'on est vraiment une entreprise de chantier, une entreprise qui fait avec des chantiers et des prestations au service d'infrastructures qui veulent vraiment être utiles à tous en prenant soin de nos équipes, hein, donc avec tout l'enjeu de la santé et de la sécurité et avec cette liberté que nous confère notre indépendance, vous l'aurez compris, qui est très importante pour nous. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort et je dis souvent que j'ai été biberonnée à ça, ça peut être bizarre, mais c'est vrai, cette logique de rester absolument indépendant pour être libre de nos choix, maître de nos décisions. C'est quelque chose qui est hyper fort dans la culture entrepreneuriale qui nous a été passée. Aujourd'hui, tous nos métiers se rassemblent autour de cette raison d'être qui est de contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Et c'est vrai qu'on a fait ce travail pour poser cette raison d'être, notamment en lien avec la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative qui m'a permis vraiment de porter haut et fort mes convictions et d'accélérer finalement cette transition environnementale avec des métiers de l'environnement qui étaient déjà présents, mais dans lesquels on a accéléré et sur lesquels on a vraiment amené tous nos métiers finalement. Aujourd'hui, on a des métiers passionnants autour de 6 missions. La première, c'est vraiment accélérer la transition énergétique. Et là, c'est les métiers historiques, c'est Serpollet avec les réseaux d'électricité à la base. Et donc là, on a vraiment développé les réseaux d'électricité, les réseaux de transport, mais aussi l'éclairage public, donc travailler la performance de nos réseaux, mais aussi notre performance énergétique, celle des bâtiments, la mobilité électrique ou encore les énergies renouvelables. Et là, en fait, justement, on aime bien mesurer, tu faisais écho avec cette notion d'impact. Tu disais, voilà, comment on mesure les choses différemment au-delà de la finance et des risques. Et pour moi, c'est hyper important de mesurer les kilowatts-heure qu'on a réussi à faire diminuer, le développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est hyper important pour moi. La deuxième mission, c'est préserver la ressource en eau. Comment on évite donc les fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable, d'assainissement pour éviter les pollutions et comment aussi on traite cette eau aujourd'hui et les effluents. Donc ça, c'est un Ok. business qu'on a développé plus récemment et notamment, je suis très motivée sur cet aspect-là, un traitement des eaux et des effluents pour les collectivités, pour les industriels. Troisième mission, donc limiter l'épuisement des matières premières. Et ça, ça fait écho aux générations futures parce que c'est comment on fait pour éviter l'enfouissement des déchets. Aujourd'hui, on reçoit plus de 800 000 tonnes de matière de nos déchets, de nos clients, et on a moins de 8% qui part à l'enfouissement, et on essaye de toujours développer des nouvelles filières par des partenariats industriels, par des échanges pour trouver finalement des solutions donc, dans les déchets du BTP, le plâtre, la laine de verre, les gazons synthétiques récemment. Toujours trouver plein de nouvelles solutions dans cette culture d'innovation. Quatrième mission, régénérer la biodiversité, avec cette idée aussi d'aller plus loin, hein, d'aller aussi réparer un peu les choses, et donc à la fois en dépolluant les sols, hein, ça c'est un métier qu'on fait depuis les années 80, mais aussi plus récemment, on a développé le sujet des terres fertiles avec des plateformes dédiées, les espaces verts tout récemment avec une acquisition juste avant l'été. Donc c'était vraiment cette logique-là de préserver la nature. Une cinquième mission qui est de renforcer la résilience des infrastructures et donc là de permettre au territoire d'avoir des infrastructures qui peuvent vivre plus facilement des aléas climatiques qui malheureusement vont arriver. Donc là, on est sur la rénovation d'ouvrages d'art, de routes et aussi l'ensemble de nos réseaux. Et puis une dernière mission qui est vraiment d'optimiser la technologie au service des transitions. Et on a aussi une entreprise qui fait de la fibre, mais qui va aussi faire du trafic, de la vidéo et aussi des territoires connectés. Et ça, c'est vraiment une solution qui peut se mettre au service de l'ensemble de nos missions, par exemple pour détecter les fuites d'eau, pour accompagner les territoires sur des territoires connectés. Ces missions, en fait, elles sont hyper importantes parce qu'elles déterminent en fait une boussole pour faire nos choix dans nos investissements, dans nos acquisitions. Ça s'est aussi porté du coup par cet engagement autour déjà de la sécurité et de la prévention avec un programme Préventim
on a fait un gros état des lieux en 2023 et c'est vrai que dans une entreprise familiale, on a toujours à cœur à la fois de dire qu'il y avait plein de choses super, mais en même temps, il faut accélérer sur certaines choses sans forcément taper sur ce qui s'est passé avant. On avait fait plein de choses super en matière de sécurité, plein de certifications, mais pour autant, la culture de la sécurité, elle devait encore évoluer dans une logique managériale, dans une logique très incarnée par l'humain. Et c'est pour ça qu'on a fait ce programme qui est toujours en cours. On a formé, on a outillé les personnes pour réduire vraiment de moitié l'accidentologie à l'horizon 2026. Donc ça arrive et on est en passe de réussir ce défi et après d'atteindre les meilleurs standards de l'industrie en 2030. Et ça, pareil, c'est des enjeux que j'ai vraiment portés très haut au niveau de la gouvernance de l'entreprise avant tout, mais aussi familiale, parce que je partage beaucoup sur cet enjeu-là, pour faire qu'il ne soit pas oublié et pas rattrapé par le quotidien où on peut avoir d'autres sujets. Et puis, moi, je lis beaucoup aussi ce sujet-là à la question de l'humain, évidemment, mais aussi du coup à la question environnementale, que je lis à cet enjeu d'habitabilité de la planète. Et pour le coup, la CEC m'a beaucoup marquée. Et après, j'ai 2 filiales qui ont accepté de le faire, aussi 2 dirigeants qui m'ont aidé, qui ont fait le parcours. Et derrière, plein de personnes à l'embarquement. Régulièrement, ils font des blagues en disant que j'ai toujours une dizaine de personnes à tous les embarquements. Mais vraiment, on infuse à fond ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est hyper incarné, mais pas que par moi, c'est ça qui est top, pour faire que ce soit une réalité. Bon, on a un rapport RSE qui est très fourni, très riche, qui est passionnant, que j'adore. Pas parce que c'est un rapport, parce qu'un rapport, on va dire, c'est assez basique, mais en fait, vraiment parce que nos métiers, ils sont pleinement ancrés sur tous ces sujets-là. Donc, on parle de santé, de sécurité, d'environnement, on parle de comment on fait grandir avec aussi nos collaborateurs, avec les enjeux de l'insertion, de l'alternance, mais aussi de la formation avec une école des métiers qu'on est en train de pousser à partir de notre académie pour aller plus loin. Donc, on forme avec des parcours, mais aussi aux gestes métiers, avec des simulateurs, avec beaucoup d'innovation là encore, parce que l'innovation, elle est évidemment aussi digitale et avec aujourd'hui, alors je rigole beaucoup avec mon père, je lui parle de la dette technique que j'ai récupérée de l'ancienne direction générale, parce qu'effectivement, mon père avait fait plein de choses géniales, mais avait peut-être pas investi au bon niveau sur ces enjeux-là. Et donc, on a beaucoup poussé là-dessus avec sur la cybersécurité, sur le support, sur l'infrastructure. Et puis là, avec le changement de RP, donc c'est toujours un petit défi. C'est toujours un moment difficile. Un beau défi, donc avec un projet pour vraiment transformer l'entreprise. Et puis derrière, prendre en main. Alors, on fait déjà des choses autour de l'IA, notamment sur réponse aux appels d'offres, sur le partage justement des savoir-faire avec une culture qui est très portée sur l'oral et comment on peut utiliser ces outils-là pour nous accompagner là-dessus. Donc voilà, ça c'est tout ce que je souhaite insuffler au sein de l'entreprise en portant ces valeurs-là. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est vrai qu'il y a cette notion d'ETI qui est hyper importante pour nous parce que l'entreprise de taille intermédiaire ou de taille idéale, comme on pourrait avoir le plaisir de le dire, parce qu'on a vraiment cette agilité qu'on maintient dans nos modes de fonctionnement. Et c'est vrai qu'on a une structure avec beaucoup de filiales, mais qui ont beaucoup d'autonomie et qui permettent de faire que beaucoup de décisions très locales soient vraiment portées et incarnées par les dirigeants opérationnels. Et ça, c'est hyper important pour moi aussi. Et avec un mode de fonctionnement aussi avec des groupes transverses qui permettent quand même de profiter de la taille du groupe aujourd'hui sur un certain nombre de thématiques. Donc voilà, on a vraiment porté tout ça. Et je reviens sur une petite anecdote sur pas une anecdote, sur ce sujet de la boîte familiale. C'est vrai que plus récemment, elle est re-rentrée dans le giron familial de par l'histoire entrepreneuriale. Et c'est vrai que... Donc là, on parle de JBM. De JBM, voilà, je reparle de JBM parce que c'est vrai que c'était plutôt l'entreprise familiale pour nous, du coup, à l'échelle de nos grands-parents. Et aujourd'hui, elle travaille toujours beaucoup pour Serpollet et il y avait une logique par rapport au choix des différentes générations de la faire re-rentrer dans l'entreprise. Et du coup, c'est aussi chouette de recréer ça avec cette ancienneté. Génial. Et je me posais une question. Si on se projette dans 20 ans, vous êtes encore très jeune, donc on peut imaginer que, avec tout ce que vous avez déjà fait sur la décennie passée, mais il y en a probablement encore 2 ou 3 devant vous. C'est quoi votre rêve pour Serfim ? Alors, mon rêve pour Serfim, c'est vraiment d'avoir,
d'avoir ces missions-là qui sont vraiment au service des territoires. Et ces missions, elles nous permettent finalement de sortir du débat de croissance-décroissance. Elles permettent vraiment se dire c'est quoi le sens, l'intérêt de notre métier, leur impact profond. D'être vraiment un acteur qui peut avoir une offre complète au service des territoires et aux territoires publics et privés et qui œuvre vraiment à la préservation évidemment de ces territoires mais aussi à leur régénération. Ça c'est un peu le truc un peu perché, j'aime à dire, de la Convention des entreprises pour le climat. Pour l'anecdote, la première fois que je parle de ces sujets-là à l'entreprise, on m'a gentiment un peu... pas pris pour une folle, mais on m'a dit elle va un peu loin dans ses concepts. Et mon directeur financier m'a dit attends, c'est super tout ça, mais attends, tu vas les perdre, fais gaffe à ce que tu dis. Je me rappelle de ce moment-là où je l'avais porté dans un organe de gouvernance d'une des filiales qui allait super bien, où elle faisait tout bien, et j'ai vraiment eu à cœur de les pousser. Et en fait, au début, ça leur semblait un peu incohérent, et au fur et à mesure, ils se sont dit mais oui, nous aussi, on a un lien avec ce vivant, il faut qu'on le travaille, il faut qu'on l'enrichisse. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de voir déjà comment on prend cette direction-là. Et donc, le rêve, c'est d'avoir un modèle économique toujours serein, toujours sain, pérenne, qui fonctionne, parce qu'on sait très bien que sans rentabilité, on ne peut pas investir, on ne peut pas investir dans notre matériel, dans la sécurité, dans tout ça. Donc, c'est hyper important pour moi de rester dans un modèle d'entreprise saine financièrement, mais qui trouve finalement un modèle économique qui sort des modèles classiques, volumétriques, en alignant finalement l'enjeu des limites planétaires avec nos enjeux, ceux de nos clients, et qui va même jusqu'à régénérer le vivant. Donc ça, ce serait vraiment le rêve. Et puis, si on élargit à la famille, c'est d'avoir un modèle de gouvernance qui reste hyper équilibré, qui donne la place à chacun. Et notamment, dans 20 ans, on sera dans une autre phase. Si on parle un peu de l'autre next gen, on va dire, qui a avec mes sœurs, on a collectivement 8 enfants qui ont entre 6 mois et 12 ans. Et du coup, on se projette déjà là-dedans, dans ce que ça va être pour eux l'entreprise. Comment on crée cette affection à l'entreprise, pas nécessairement pour y travailler, parce que c'est pas du tout une fin en soi, mais vraiment pour qu'ils soient pas forcément des dirigeants, mais des actionnaires responsables qui ont envie de la pérennité de l'entreprise, quels que soient les choix qu'ils fassent, mais qu'ils le fassent dans une logique de faire durer l'entreprise. Et c'est pour ça qu'avec mes sœurs, on s'est posé, et pas plus tard qu'hier d'ailleurs, sur comment on crée ça au-delà de ce qu'on fait au quotidien, de leur partager des vidéos, des magazines. Comment on crée ces petites visites, ces moments adaptés à leur âge, parce que à 6 mois c'est sûr, mais en tout cas entre 4 ans et 12 ans, on n'a pas tout à fait la même lecture de l'entreprise. Mais comment on n'attend pas trop longtemps, parce que si on attend que mon petit dernier qui a 6 mois et 10 ans, l'autre, ma nièce, ma plus grande nièce, elle aura 22 ans, et ce sera un peu tard pour l'intéresser peut-être à ce sujet-là. Donc, il faut vraiment finalement adapter à l'entreprise, finalement à chaque âge, donc en créant les conditions avec à chacun, de faire que chacun puisse trouver sa place. Et en tout cas, on veut y passer du temps, faire partager en tant qu'entreprise aussi, demander à des collaborateurs de jouer ce jeu-là. Donc le rêve, ce serait aussi de faire durer l'entreprise familiale avec un projet familial, mais qui leur plaise. Et je pense que c'est aussi important de faire évoluer l'entreprise pour ça, qu'elle soit parfaitement cohérente avec les enjeux environnementaux, parce que sans ça, et avec l'évolution de la société, sans ça, ce sera forcément plus difficile peut-être de les intéresser. En tout cas, pour moi, ça m'a parlé. Bon, génial. Ce que je retiens dans ce que vous me dites et que je trouve chouette, d'abord, il y aura probablement la création d'un conseil de famille à terme, où vous n'êtes pas suffisamment nombreux, entre guillemets, aujourd'hui pour en avoir un, mais avec la next gen qui se profile, et vous aurez toute la batterie des sujets à créer, de la charte familiale aux retraites familiales, etc. J'ai bien aimé votre idée de l'entreprise de taille idéale. Et si on peut en dire 2 mots, en fait, on a un vrai problème en France. Il faut absolument qu'on aide les ETI à rester des ETI et à continuer à grandir, mais aussi les PME à devenir des ETI. On a 7000 ETI en France, on en a 12 000 en Allemagne, en Espagne, en Italie, pour plein de raisons.
mais donc on est en retard. Et c'est vrai que la force de ces entreprises de taille intermédiaire et donc de taille idéale, c'est qu'elles sont souvent en région. C'est elles d'ailleurs qui ont trusté toutes les places de la CEC sur les 2-3 dernières années. Et en fait, elles sont au courant de tout ce qui se passe dans leur territoire. Elles savent quels sont les sujets sociétaux à traiter. Il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Moi, j'étais en train d'écrire ma thèse et je discutais avec un grand gourou de la gouvernance américaine. Ils avaient fait une étude sur les familles entrepreneuriales américaines pour leur demander si le sujet de l'impact était un sujet qui les intéressait. Et en fait, la réponse de l'étude, c'était mais de l'impact, on en a toujours fait. Et en fait, le mot est peut-être devenu à la mode, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans les valeurs des entreprises familiales. Elles font des choses que ne font pas les autres pour toujours. On arrive à la fin de cette émission, Alexandra, et j'ai une petite question traditionnelle à vous poser. Si votre entreprise familiale était un membre de la famille, souvent nas verbatim, ce serait qui pour vous ? Alors, ce sera difficile pour moi de choisir une personne et c'est pour ça que j'aime bien penser à l'idée de fratrie parce que finalement, chacun a sa personnalité, son parcours, mais il y a un socle commun, les parents, les valeurs, l'origine. Et chacun, finalement, évolue avec son parcours, mais par contre, se retrouve à beaucoup de liens, travaille ensemble. Parfois, on peut faire écho à nos 6 missions. Donc, chacun peut prendre une de ces missions-là qui avance au service du collectif. Et pour moi, c'est peut-être quand même des enfants, j'allais dire malgré mon âge, parce qu'en fait, je trouve qu'on retrouve cette idée d'agilité, d'innovation, et puis cette logique aussi, pour moi, en tant que dirigeant, finalement, on est là pour faire durer l'entreprise, mais nous, on ne va pas forcément rester forcément à l'infini. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de créer les conditions pour faire que chacun puisse évoluer, que les entreprises puissent vivre sans nous demain et passer la main, faire qu'un enfant puisse vivre sereinement sans nous demain. Donc, c'est vraiment ce que je vois. Et puis, finalement, peut-être une fratrie très mixte, 3 filles, 3 garçons qui trouvent leur place dans un collectif. Génial. Alexandra, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. J'en profite pour remercier toutes les équipes techniques de Be Smart for Change et on vous dit à bientôt sur une prochaine émission de Génération Impact.